Bonsoir, je suis Catherine Moile, je suis la rédactrice en chef du média Alliancy. Nous sommes ce soir à la rédaction du magazine en présence de 4 startups et dirigeants de startups autour de la relation client. Je reviendrai là-dessus après. Cet événement est donc un événement que nous appelons Alliancy Connect, la sélection. C'est effectivement une sélection de sociétés innovantes qui proposent donc des solutions sur un sujet donné. On l'a déjà fait, on en fait 2 par an de ce type de soirée. On l'a déjà fait sur les RH, sur la data, sur l'IA. Ce soir, on a choisi la relation client, ou plutôt l'expérience client, parce que au vu des 18 derniers mois que nous venons tous de passer, il s'est avéré évidemment que tout ce qui était commerce en ligne a explosé, et bien sûr les demandes clients directement aux entreprises via un certain nombre de canaux, comme vous pouvez l'imaginer, que sont les emails, les web plateformes, les sites internet, les services clients directement, évidemment. Donc ce que l'on s'est dit, ce que je me suis dit en imaginant sur quel thème on allait faire cette soirée, c'était que comment on fait pour gérer quand on est une entreprise qui n'était pas obligatoirement ultra présente sur les réseaux et en ligne, comment on fait pour gérer ces milliers d'interactions? Comment on fait pour arriver à s'en sortir avec tous ces contenus qui sont de la voix, de l'écrit, du chat, ou je ne sais, enfin tous ces milliers d'informations, sachant qu'il est absolument impératif pour les entreprises d'y répondre, parce que sinon la sanction elle est sévère, c'est que les taux de satisfaction client baissent, et qu'un client veut une réponse opérationnelle, rapide, personnalisée et satisfaisante, surtout évidemment, sachant que je lisais récemment une étude du CXP et Téléperformance qui disait qu'un client satisfait par son service client a une intention de fidélisation à la marque de 43% supérieure à un client qui serait insatisfait de sa relation avec la marque. Donc vous voyez, il y a tout intérêt effectivement à s'y pencher sérieusement, à trouver les bons outils pour y parvenir en fonction de vos besoins, de vos offres, etc. et de la clientèle que vous ciblez. C'est donc à ça que nous allons essayer de répondre ce soir avec 4 startups que nous avons repérées pour vous, qui ont justement des offres qui répondent à ces besoins pour les entreprises. Nous allons donc, alors les 4 entreprises, c'est... Bon, je vais vous les présenter au fur et à mesure de toute façon, mais la première avec qui je vais échanger, donc c'est Théobald Leloirne. Bonsoir Théobald, qui est le fondateur de la société Cobaye, voilà, qui est une société parisienne. Exactement. Voilà. Et donc, alors quelle est l'offre de Cobaye si elle répond en tout cas à tout ce que je viens de dire? Effectivement, ravi d'être là et de pouvoir partager ce que vivent nos clients chez Cobaye. On a 3 minutes à peu près pour présenter ce qu'on va faire, c'est ça. 3-4 minutes. C'est rapide et le temps est précieux. Et pour ça, je voulais justement commencer par une petite expérience, à savoir vous montrer que 10 secondes, ça peut être très très long. Donc je propose que pendant les 10 prochaines secondes, on se regarde juste dans le blanc de l'œil. Ça commence mal. Hein. Alors c'est bon, je mets fin au calvaire. Alors pourquoi 10 secondes? 10 secondes, c'est le temps qu'il faut en moyenne pour lire un retour client. Donc imaginez maintenant, vous, avec vos propres volumes, la quantité de temps qui est générée juste à lire, et même pas à comprendre, même pas à répondre à vos retours clients que vous récupérez tous les mois. C'est énorme, ça fait énormément de temps. Et pourtant, comme l'a dit Catherine, il faut répondre. Il faut apporter une réponse, une solution à ses clients. Et c'est là qu'intervient Cobaye. On va aider 2 types d'entreprises. La première, c'est les entreprises qui sont à forte croissance et qui, d'un coup, par leur succès, sont submergées par un raz-de-marée de tsunami client, de tsunami de feedback client. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est les entreprises qui sont déjà bien établies et qui s'assoient aujourd'hui sur un gisement, sur un potentiel non exploité de retour client qui peut les emmener plus loin sur la compétitivité. Et ces entreprises, elles vont chercher 2 choses. La première, sur la partie business, elles vont chercher à améliorer la rétention client, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est un sujet fort, améliorer la satisfaction client. Et sur une partie plus rentabilité, on va chercher à réduire les coûts du service client, réduire le nombre de tickets et réduire le temps de traitement de ces tickets.
Alors comment on fait en pratique avec Cobaye? Eh bien, on a une plateforme SaaS en ligne qui va justement aller chercher, centraliser tous ces verbatims clients. On parle de texte, on parle de commentaires, on parle de tickets, on parle de toutes ces verbatims qui sont difficiles à analyser manuellement. Et une intelligence artificielle qui est spécialisée dans l'analyse de texte et dans le jargon de votre entreprise, eh bien, elle va par elle-même, sans directive au préalable par l'humain, identifier quels sont les sujets qui vous impactent le plus. Et quand on parle d'impact, concrètement, ça veut dire que vous êtes capable de dire cette thématique, elle me coûte 20 000 € par mois et elle me fait perdre 6 points de satisfaction. Ça, c'est une information qui est très précieuse puisque lorsqu'elle est partagée à tout le monde dans l'entreprise, donc aux produits, au marketing, aux sales, au process, au service client, peu importe, à tout le monde, eh bien, cette information-là, elle va permettre de prioriser les bons sujets, les bonnes actions, les actions finalement qui vont permettre vraiment d'améliorer l'expérience client puisque c'est ça, in fine, qu'on cherche. Et donc, premier challenge finalement avec Cobaye va être, on y répond, tout comprendre sans tout lire. Mais on peut aller plus loin en fait, parce que cette plateforme, c'est pas qu'une plateforme d'analyse sémantique, on l'a construite avec en tête l'efficacité opérationnelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut on peut automatiser un certain nombre de tâches qui sont à faible valeur ajoutée, suivre les actions dans le temps et mesurer le ROI derrière. Donc aujourd'hui, on est super fiers d'accompagner des boîtes incroyables comme Doctolib, ManoMano, Asphalt ou même Veolia que vous devez sûrement tous connaître, pour aller plus loin sur l'expérience client. En parlant d'aller plus loin, donc Cobaye aussi, on veut soutenir notre effort commercial et notre effort technique. On a de grandes ambitions sur le développement de notre produit et sur notre portefeuille client. Et donc l'objectif sur la prochaine partie de l'année, c'est une levée de fonds qui nous permettra d'atteindre justement des clients très satisfaits. En parlant de clients d'ailleurs, on aime se positionner en tant que partenaire, donc n'hésitez pas à me connecter sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou sur notre site mail, sur notre mail, notre site web pour échanger sur vos besoins. Ce sera la première levée de fonds que vous allez faire? Oui, pour l'instant on est autofinancé. Puisque vous avez été créé en août 2019, exactement, c'est ça? Exactement. Okay. Et alors, juste pour revenir sur ce que vous avez expliqué par rapport à vos clients, oui. Est-ce qu'il y a quand même une typologie, vous en avez cité certains, est-ce qu'il y a une typologie, justement, vous avez cité notamment deux scale-up avec des croissances ultra rapides, est-ce qu'il y a des entreprises ou plus traditionnelles ou plus petites, est-ce qu'il y a d'autres types de typologies d'entreprises? Alors, il y a les entreprises finalement plutôt B2C qui vont s'adresser à une vaste piscine, on va dire, de clients, de consommateurs qui, eux, ont besoin de s'exprimer. Et on l'a vu notamment avec le Covid, les gens ont tendance à s'exprimer beaucoup plus depuis 2 ans et demi sur les réseaux. Et donc toutes les boîtes finalement qui sont sur le B2C, qui ont un certain nombre de clients, peuvent être intéressés par ce produit, à la fois sur la partie satisfaction et à la fois sur la partie retour client. Donc ça, c'est les 2 points. Et après, on va aussi avoir des boîtes plutôt sur du B2B ou du B2Many, des boîtes de taille ETI, grande ETI, grand compte, qui, elles, avec un certain portefeuille de clients, vont chercher aussi à réduire le taux d'attrition, réduire les clients qui partent finalement, parce que le coût d'acquisition client en B2B est beaucoup plus élevé. Et donc là aussi, c'est des entreprises qui peuvent être intéressantes et intéressées par de l'énergie notamment, je crois, on en avait parlé. Exactement. D'accord. Ok. Donc vous recrutez en ce moment ou oui. Vous en êtes où? Oui, on recrute justement, on parlait de soutenir l'effort commercial, on recrute des business développeurs pour permettre d'aller répondre à toutes les demandes de nos futurs clients, de nos prospects actuels. Et puis on recherche aussi des développeurs. L'intelligence artificielle, elle évolue tous les jours. Et donc nous, ce qu'on veut et notre ADN, c'est d'être toujours à la pointe. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin des meilleurs profils là-dessus. Donc si vous en connaissez. Une dernière question. Oui. Vous avez pivoté en fait dans votre activité en termes de cible, parce que justement à cause de la crise, ça a été une période particulière. Justement, expliquez qu'est-ce qui s'est passé justement. Alors, exactement. À la base, Cobaye, c'est orienté industrie. Pour ça, on parlait d'efficacité opérationnelle tout à l'heure, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Les 3 associés, on vient de ce milieu-là. Au début, ce qu'on voulait proposer, c'était aux industriels de réduire leurs coûts de non-qualité et leurs coûts de maintenance. Et donc, analyser tous les verbatims faits par les opérateurs sur quels sont les problèmes en production. Covid est arrivé. Et donc on a dû se réinventer, puisque sur la partie production, les usines ont été fermées, les investissements ont été plus ou moins gelés sur la partie intelligence artificielle et le nouveau process. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui explose en ce moment? Où est-ce qu'il y a du texte? L'expérience client. Et en fait, ce sont des boîtes, des startups qui sont venues nous voir pour nous demander leur aide, notre aide. Et on s'est dit, pourquoi pas, allons-y. Et c'est comme ça qu'on a pivoté il y a 6 mois. Bon, merci beaucoup Théobald. Bien maintenant la parole est à Amine. Bonsoir Amine, donc Amine Cherkaoui qui est le CEO et fondateur de Crypteur, c'est ça je dis tout à fait. Très bien, waouh. Donc qu'est-ce que fait la société?
D'abord, bonsoir Catherine, bonsoir à tous et merci à Alliancy de nous recevoir. Donc moi, je m'appelle Hamid Echarkaoui, je suis le CEO et le cofondateur de Crypter. Donc derrière ce nom un peu, j'allais dire un peu barbare, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui chez Crypter? Nous, on travaille sur une problématique qui touche tout le monde. C'est la problématique des mots de passe. Et c'est une problématique qui a deux enjeux majeurs pour les sites web. Le premier enjeu, c'est un enjeu de sécurité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs milliards de mots de passe volés qui sont disponibles sur le dark web et qu'on peut se procurer. Il y a 80% des brèches de données qui sont issues de vols de mots de passe. Donc c'est un premier enjeu de sécurité très important pour les sites web. Il y a également un deuxième enjeu qui est un enjeu business, puisque en tant que site web, plus je vais complexifier mon processus d'inscription ou mon processus de connexion, je vais perdre des clients à la conversion et à la rétention client pour le futur. Il faut savoir qu'il y a un tiers des abandons de paniers d'achat qui sont causés par des mots de passe oubliés pour les sites e-commerce. Donc ça, c'est pour les sites e-commerce. Pour les SaaS également, c'est un enjeu business, puisqu'aujourd'hui, les SaaS et les Software as a Service, les entreprises leur demandent de plus en plus de se connecter à leur système de gestion d'identité, à leur système de SSO. Donc nous, pour répondre à ces deux problématiques, on a lancé Crypter, qui est une solution d'authentification as a service, c'est-à-dire que les sites web vont pouvoir externaliser tout partie de leur authentification et pouvoir mettre en place, en fait, en utilisant, on a lancé deux produits aujourd'hui. Donc on a un premier produit qui s'appelle Crypter Passwordless et le site web va permettre de proposer une expérience d'inscription et de connexion sans mot de passe à ses utilisateurs finaux. Ils vont plus avoir besoin de créer de mot de passe, ça grâce à deux stratégies. La première stratégie, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'inscription via Magic Link. Je vais recevoir un lien de connexion dans ma boîte email, j'ai juste besoin de cliquer, je mets mon email, sign in, sign up et je reçois un lien de connexion dans ma boîte email. Je peux cliquer dessus, je suis automatiquement connecté et c'est utilisable uniquement sur le navigateur et l'ordinateur sur lequel j'ai demandé la connexion avec une durée limitée. Ça, c'est le premier élément. Bientôt, on va permettre également de proposer de la biométrie via les navigateurs. Aujourd'hui, vous utilisez la biométrie sur vos applications mobiles, sur vos smartphones. Bientôt, les sites web vont permettre de proposer de la biométrie via Chrome, via Firefox, etc. Ça, c'est le premier produit qu'on développe qui s'appelle Crypter Passwordless. Et on a lancé aussi un nouveau produit qui est très orienté SaaS, Software as a Service, qui s'appelle Crypter Entreprise SSO Connection et qui va permettre aux SaaS de se connecter au système SSO et aux identity providers de leurs clients pour permettre aux employés de leurs clients de se connecter avec leurs propres identifiants pour des raisons de sécurité, bien sûr, et pour des raisons d'expérience utilisateur. Donc ça, c'est les deux produits qu'on a lancés cette année. Et peut-être pour conclure, nous, sur Crypter, en fait, on répond à trois enjeux importants. Le premier, c'est un enjeu de marketing, puisque l'authentification, on en fait du business. Donc, c'est améliorer mon expérience utilisateur, créer moins de frustration, parce que créer un mot de passe complexe, tu parlais de 10 secondes, ça peut prendre 20-30 secondes, je sais pas, je vais mettre un hashtag, un dièse, etc. Donc, c'est des enjeux de marketing pour aller améliorer l'UX et la conversion client. Des enjeux de sécurité. Si on supprime les mots de passe, on supprime une grosse problématique de sécurité. Et des enjeux de développement informatique. Je n'ai pas à maintenir, je n'ai pas à coder une solution d'authentification, à la maintenir et à l'updater dans le temps. Voilà, notre gros enjeu sur Crypter aussi, si je peux résumer, c'est de vous faire oublier vos mots de passe. Ah, ça, c'est gentil. Merci beaucoup. Donc, l'entreprise, elle a été créée en décembre 2019 à Lille, c'est ça? Vous êtes déjà 4 personnes. Ouais. Les projets pour l'entreprise? Alors les projets, ils sont multiples. On est en phase d'accélération sur les deux produits, notamment aussi sur le Crypter Entreprise Connection. Donc on est en phase de recrutement aujourd'hui. C'est un point, comme tu disais, qui est vraiment essentiel, surtout sur des entreprises comme nous en démarrage. Donc on recrute à la fois des profils techniques, des développeurs pour accélérer la roadmap technique, mais également des profils business pour accélérer le développement commercial en France et en Europe. Et pour ça aussi, on vient de clôturer une levée de fonds qui va nous permettre aussi d'avoir les moyens. Ah oui, ça y est, elle est clôturée maintenant. Exactement, ouais. Qui va nous permettre en fait d'avoir les moyens de nos ambitions et d'aller encore plus vite. D'accord. Et en fait, tous les sites peuvent être utilisateurs de votre solution. Enfin, je veux dire, qui sont vos clients le client idéal, c'est quoi? Alors aujourd'hui, majoritairement, on ne peut pas, en tant que start-up aussi notre taille, on essaie d'adresser celle pour qui la paye est aussi la plus importante et la problématique. Donc aujourd'hui, on a les sites e-commerce, on a les marketplaces et on va avoir également les SaaS, donc les Software as a Service qui peuvent travailler dans différents domaines, ressources humaines, legal tech, martech, etc., qui vont avoir besoin de notre deuxième produit. Donc on va plutôt viser ces deux types de secteurs d'activité. D'accord. Et vous êtes aidé au sein d'un incubateur ou pas?
Alors oui, nous on est les Lillois de l'étape, donc on est venu voir à Paris depuis Lille aujourd'hui. On est incubé à Aura Technologies, mais on a également un pied important à Paris puisqu'on est accéléré chez 50 Partners, qui est un très gros accélérateur français, et on est chez 50 Partners depuis à peu près 1 an, donc on est très régulièrement entre Lille et Paris. D'accord. Et vous êtes cofondateur, donc vous êtes cofondateur de l'entreprise? Oui, tout à fait. J'ai cofondé. Moi, je suis sur la partie CTO et j'ai cofondé Crypter en fait avec mon associé Jérémy Flandrin, qui est le CTO de Crypter. Oui, d'accord. Qui s'occupe de toute la partie développement technique. Technique, exactement. Ok. Catherine, une première réaction. Je me suis dit qu'on pouvait réagir en live et les gens posent des questions. Peter me demande s'il n'y a pas un danger supplémentaire dans le cadre d'un vol d'adresse email. Alors ouais, de toute façon, ce qui va être intéressant avec la solution Crypter, c'est qu'on permet aussi d'apporter de la sécurité contextuelle et géographique. Imaginons qu'on vous a volé votre adresse email et quelqu'un tente de se connecter d'un autre pays. Donc nous, on va pouvoir détecter que c'est une connexion suspecte et on peut également bloquer cette connexion. Il faut savoir que ce qui est vraiment volé aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'accès à votre adresse email, c'est plutôt les sites sur lesquels vous allez, les sites e-commerce, où on va prendre vos identifiants parce qu'on a accès à de la donnée financière. Donc c'est ces sites-là qui sont plutôt privilégiés aujourd'hui. Oui, parce que j'ai oublié de vous le dire, excusez-moi, mais vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez en ligne et vous aurez toutes les réponses avec les gens directement concernés ici. Merci. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et maintenant, la parole est à Philippe. Absolument. Bonsoir Philippe. Bonsoir Catherine. Alors bonsoir Philippe est le cofondateur de Unsade. Et donc Philippe Théodosio, absolument. Et donc l'entreprise, elle est récente, hein, effectivement. Vous avez été créé en décembre 2020. Vous allez bientôt fêter vos 1 an. Tout à fait. Bon anniversaire. Mais alors, que fait Unsade? Donc en fait, nous, on va analyser les sentiments et les émotions des clients à travers la voix. Donc là, en fait, le but derrière, c'est d'améliorer la satisfaction des clients. Alors, Koba, il fait du verbatim, mais nous, on fait de la voix. Donc on va récupérer en fait tous les enregistrements audio à partir des centres d'appel téléphoniques, que ce soit des centres d'appel physiques, donc on va dire vieille génération, ou les centres d'appel dans le cloud. Parce qu'effectivement, maintenant, on va passer les centres d'appel dans le cloud et pouvoir avoir des agents partout dans le monde. Voilà. Donc nous, on vient connecter notre solution donc soit en API, pour parler un peu technique, ou soit on fournit une interface graphique. Et dans cette interface graphique, vous allez voir en fait des KPI, enfin des indicateurs clients. Donc en complément d'indicateurs de clients comme le CSAT, le NPS ou le CES, ces indicateurs sont des indicateurs historiques de la relation client. Et nous, on ne vient pas du tout venir en compétition par rapport à ça, mais on vient complémenter parce que c'est une autre façon de mesurer la relation client en fait. Et là, ça va être du jour après jour, on va connaître ce que les clients pensent de nos produits ou de nos services. Et alors du coup, la cible, c'est quoi? C'est toutes les entreprises qui disposent d'un service de télévente, par exemple? Voilà, exactement. Toutes les entreprises donc ça peut être 5 agents à des milliers d'agents, donc des grands groupes. Et du coup, ça peut être des services clients avec un centre d'appel derrière ou des centres de télévente, mais toujours avec un centre téléphonique. Oui, donc on vend du service bancaire, une voiture, une assurance voiture, des choses comme ça. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est multi-industrie. Après, c'est sûr que c'est, comme on disait, c'est contextuel. Si par exemple, effectivement, on parle d'assurance, on va parler d'un produit d'assurance, donc pour une voiture. Ou si on parle bancaire, ça va être un crédit immobilier, par exemple. Donc ça va vraiment dépendre du cas d'usage. Et nous, derrière, on va personnaliser notre solution par rapport à ce cas d'usage. D'accord. Donc voilà, donc nous on a créé Unsade avec Jérémy Blanchard qui est le CTO et je pense qu'il nous regarde. Coucou Jérémy. Voilà, on a développé avec moi cette idée d'analyse des sentiments et des émotions. Donc les sentiments, on utilise du speech to text et de l'analyse des sentiments, mais aussi dans le futur, et ça c'est la deuxième étape, ça va être les émotions. Donc des émotions comme le sarcasme, l'ironie, la joie. La colère peut-être. La colère, voilà. Donc des émotions assez complexes qui est propre à vous. Par exemple, Catherine, si vous êtes en colère, c'est Catherine qui est en colère.
Et ça va être différent d'une autre personne qui est en colère. Tout à fait. Et comment, alors évidemment, vous classez ça, enfin comment ça marche concrètement? Alors concrètement, comment on fait? Alors déjà, notre solution, elle est dans le cloud et utilise aussi de l'intelligence artificielle. On va connecter ça avec un enregistreur téléphonique, par exemple. On va récupérer en fait tout ce qui est audio, des fichiers web, MP3, enfin, vous connaissez tout ça. Et après, derrière, on va utiliser nos algorithmes de speech to text et d'analyse des sentiments pour pouvoir en faire ressortir justement si un client est satisfait ou pas satisfait face à un agent. Donc, ça peut être soit côté client ou ça peut être soit côté agent. Et donc, on a un double usage, c'est soit on veut regarder ce que l'agent dit et du coup, on va améliorer son script d'appel, parce que les agents ont un... Autant le client que l'agent. Alors nous, on fait les deux. On fait l'agent. On peut améliorer le script de l'agent en fonction de ce qu'a dit le client, l'analyse des sentiments du client, mais aussi on peut voir aussi le client. Et là, du coup, on est plus une approche marketing. On va plus s'orienter vers le client. Pourquoi il n'est pas satisfait? Peut-être que c'est le process de l'entreprise. Peut-être que c'est effectivement quelque chose que l'agent a dit pendant la conversation. Etc., etc. Donc nous, on va faire ce qu'on appelle l'opinion mining. On va non seulement voir ce que les clients vont dire sur un produit et s'ils sont satisfaits ou pas satisfaits. Parce que vous partez d'une question précise de l'entreprise demandeuse, en fait. Tout à fait. Par exemple, je vais donner un exemple. Si je dis un client s'attendait à un remboursement et il appelle le service client en disant je n'ai pas reçu mon remboursement, ça fait déjà 3 semaines. Et parce que j'ai appelé telle personne, etc. Bon, nous, on va dire, OK, il y a le thème remboursement qui est problématique, on va dire, et peut-être que derrière, en fait, le client s'est plaint du process de remboursement via le site Internet. Donc on va peut-être regarder via le site Internet, il y a quelque chose qui ne marche pas. D'accord, OK. Et donc aujourd'hui, là, vous êtes en phase, vous prévoyez une levée de fonds en 2022, c'est ça? Ouais, c'est en 2022 on prévoit ça. Aujourd'hui, on a validé notre produit, donc notre proof of concept avec une grosse société de fournisseurs de télécommunications qui est Alcatel. Et donc ça fonctionne. D'ailleurs, on va développer aussi la partie un peu texte, mais ça, notre priorité, c'est la partie voix. Et derrière, en fait, le but, c'est de vendre aux clients aussi de ce grand fournisseur. D'accord. OK. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Nous passons donc maintenant à la 4e start-up. Est-ce qu'il y avait des questions, Sylvain? Oui, il y avait une question sur l'analyse temps réel, en fait, ou quasi temps réel. Enfin, la question, c'est est-ce que l'analyse peut être en temps réel ou pas L'analyse peut être en temps réel. Aujourd'hui, on ne le fait pas, mais ça sera sur la phase 2 de notre produit. Donc, c'est-à-dire d'ici à combien de temps? D'ici à peu près 1 an, je pense. D'accord. Ouais. Donc, la 4e start-up, c'est WeSpeak. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Catherine. Jean-François Kleinfigger, qui est le CEO de cette entreprise, qui a été créée en 2020 et qui donc emploie une dizaine de personnes à Lille également. On a des Lillois ou des Parisiens, c'est vos choix ce soir. Donc, alors que fait WeSpeak? Alors WeSpeak, on développe une solution de biométrie vocale. Biométrie vocale, pourquoi faire? Parce qu'en fait, on a tous le même dilemme, et je crois qu'il en a été question aujourd'hui, c'est qu'on est tous dans des interactions distancielles ou téléphoniques, et on a un dilemme entre la sécurité et la fluidité. Entre le fait que quand j'appelle mon service client ou mon assurance, on me demande mon numéro de client que j'ai jamais, le prénom de mon chien, l'âge de ma grand-mère, et j'en passe, et que tout le monde trouve ça super pénible. Et à côté de ça, pour me connecter sur France Connect avec un pauvre mot de passe, j'accède à toutes mes données fiscales, mes données de santé. Je suis en droit de penser que c'est peut-être insuffisant. Donc on est au XXIe siècle, on ne devrait pas avoir arbitré entre la fluidité et la sécurité. Et donc WeSpeak, on pense que c'est pas une fatalité, et on pense qu'il y a des éléments de solution, et en particulier la voix. Pourquoi? Parce que quand vous faites de l'authentification, il y a un moment où vous allez dire je suis un tel. Bien, il va falloir le prouver, et vous pouvez le prouver de plusieurs manières. Il y a grosso modo 3 catégories. Il y a avoir quelque chose que vous savez, le fameux mot de passe, que tout le monde déteste.
Il y a avoir quelque chose, un téléphone mobile, mon ordinateur, mon badge, c'est quelque chose que je possède. Et la troisième catégorie de facteurs, c'est les seuls d'ailleurs qui vont être intrinsèques à la personne, c'est la biométrie. Donc mon empreinte digitale, mon ADN ou ma voix. Maintenant, dans le domaine de la biométrie, tout ne peut pas être pratiqué tout le temps. On ne va pas demander une goutte de sang aux gens quand ils appellent le centre d'appel. Ça ne va pas très bien marcher. Ou l'œil, on peut se rapprocher de son ordinateur ou de son téléphone. Bon, ça peut marcher ou pas dans certains contextes. Bon, alors, la voix, elle n'a pas prétention à satisfaire tous les cas d'usage, mais elle a quand même deux caractéristiques qui sont extrêmement intéressantes. La première, c'est que vous avez vous avez des capteurs partout déjà. C'est-à-dire que le micro qui va servir à capter l'élément biométrique, il est disponible dans votre téléphone, dans votre voiture, dans votre ordinateur, dans votre interphone. Bref, vous l'avez déjà partout. Donc c'est très facile à déployer. Et le deuxième intérêt, c'est que la voix, c'est quand même notre vecteur d'interaction naturelle. Là, on n'est pas en train de s'écrire. Parce qu'on véhicule plus de choses. Et quand j'appelle mon centre d'appel, ou quand même j'appelle un SVI, j'ai envie de lui parler, j'ai envie de lui donner mes ordres oraux, et que derrière ça trie et que ça me rapporte la chose. Et bien donc mon rêve, le rêve de WeSpeak, c'est de dire je peux appeler mon centre d'appel et dire bonjour, je suis Jean-François Kleinfinger, je veux faire ceci, cela, et qu'on me dise tout de suite, oui Jean-François, je vous ai reconnu avec votre téléphone et votre voix, je procède à l'opération. Et alors concrètement, votre solution, elle se présente comment ? Alors, notre solution, c'est plusieurs composants. C'est tout d'abord ces fameux moteurs d'intelligence artificielle qui sont capables de prendre un échantillon de voix et d'en extraire les caractéristiques pertinentes pour ensuite mettre ça dans un fichier qui va servir de certificat. Ça va être la signature vocale. Et ensuite, on a les mêmes types de moteurs qui vont reconnaître une voix, la comparer avec une signature pour permettre de dire si oui ou non c'est la même personne. On a des moteurs aussi qui vont reconnaître le texte pour pouvoir faire des associations entre du texte et de la biométrie, pour pouvoir lutter contre les enregistrements, par exemple. Donc je vais vous envoyer une phrase aléatoire que vous allez devoir répéter. Donc évidemment, vous allez lire la phrase, je vais reconnaître le device sur lequel vous avez reçu la phrase, je vais reconnaître la phrase qui est le secret qu'on va partager, et je vais reconnaître votre biométrie, que c'est bien vous qui parlez. 3 facteurs en une seule transaction. Et ça, c'est une solution que vous proposez donc en mode SaaS, ça je l'ai bien compris, sur site ou sous forme embarquée. Absolument. Donc là, vous me tendez la perche pour les autres composants de la solution, puisque ces moteurs-là, il faut bien les mettre en œuvre. Et donc, pour les mettre en œuvre, il faut 2 choses. Il faut d'une part une interface qui va vous permettre de les combiner les uns avec les autres dans des applications. Parce que notre objectif, c'est de faire en sorte que ça soit une multicanal. C'est-à-dire que ce soit sur le site Internet, ou que ce soit sur le téléphone, ou que ce soit sur mon application mobile, je puisse utiliser mon échantillon de voix, ma voix, pour être reconnu. Mais ça ne sera pas la même application qui va tourner, parce que je vais vous envoyer une phrase aléatoire si vous discutez avec un robot, pas si vous êtes sur le centre d'appel avec un de mes conseillers. Ça ne sert à rien. Donc on va adapter la configuration de l'application d'authentification à votre cas d'usage, mais par contre, vous allez pouvoir utiliser votre voix sur tous les canaux. Donc le deuxième composant, c'est le composant qui permet de créer ces applications vocales et de les tester. Et le troisième composant, c'est le déploiement. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai défini comment était faite mon application, je dois la mettre dans le système d'information. Et donc là, je la mets sur une plateforme d'exécution en SaaS qui va exposer ça sous forme de route API ou de process d'authentification OIDC, c'est-à-dire par fédération d'identité, pour être appelé par des SSO et autres outils de ce type-là. Est-ce qu'on peut imaginer votre solution dans des objets connectés? Ou la sonnette d'une maison, par exemple Oui, on a des versions qui peuvent être embarquées, donc notamment pour des cas d'usage où on va avoir des situations où on va être tantôt connecté, tantôt pas connecté. Imaginez un véhicule, vous avez une flotte de véhicules, vous voulez être reconnu dans votre véhicule, et parfois vous êtes au fin fond du parking. Donc il faut quand même que vous puissiez faire les actions. Mais par contre, peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui vont utiliser le véhicule, donc quand il va se connecter, il va charger la liste des utilisateurs autorisés, etc., etc. Donc il y a besoin d'avoir des modes mixtes entre l'embarqué et le pas embarqué. Mais on peut faire des versions soit totalement embarquées, bien entendu. Vous avez déjà fait, si on revient sur la société maintenant, vous avez déjà fait une première levée de fonds en juin 2020, c'était ça? Oui, en fait, on est issu d'un incubateur qui s'appelle Alacrité.
C'est 7 incubateurs dans le monde, et le process, c'est que ce sont les actionnaires de l'incubateur qui amènent des projets, et il y a une équipe de fondateurs dont j'ai fait partie qui... notamment un Canadien, j'ai vu ça. Notamment un Canadien. Il n'y a pas un des fondateurs d'Alacrité qui était canadien? Non, alors si, le fondateur d'Alacrité Monde est canadien, c'est 7 incubateurs dans le monde. En fait, c'est Terry Matthews, l'ex-fondateur de Mitel, qui est une entreprise bien connue en téléphonie. Et donc, il y a 7 incubateurs sur ce principe-là, et les actionnaires de l'incubateur de Lille sont à la fois Mitel... En France, il est à Lille uniquement? Il est à Lille, absolument. D'accord. Et c'est aussi des gens comme Hub1 ou Finovam ou Alacrité lui-même et la BPI. D'accord. Et donc, vous prévoyez une nouvelle levée de fonds en 2022? C'est quelque chose qui va être fait en 2022, effectivement, pour qu'on se donne les moyens à la fois d'accélérer notre développement technique et notre développement commercial, bien entendu. Alors, il y a un point qui est important et qu'on n'a pas abordé. Mais qu'on va aborder, parce que justement, j'allais vous poser la question, c'est que la reconnaissance vocale pose effectivement la question du traitement des données et du respect de la vie privée. Hein, donc là-dessus. Alors oui, effectivement, parce que le risque de la biométrie, c'est que c'est quelque chose qui est intrinsèque à la personne. Si je perds mon mot de passe, ben, je vais en changer. C'est problématique. Si je perds mon téléphone ou mon badge, c'est pareil. Mais si je perds mon empreinte digitale, si quelqu'un l'a à mon insu ou mon empreinte vocale, à ce moment-là, il peut me reconnaître sans me demander mon avis. On voit que l'utilisation, en Chine notamment, de la reconnaissance faciale pose des problèmes, parce que les gens peuvent se faire reconnaître dans la rue, même s'ils ne sont pas d'accord. Et ça pose un problème. Donc, par rapport à ça, le RGPD et la CNIL sont très très clairs. Ils disent « je ne veux pas de base de données biométriques parce que ça constitue un risque ». Donc, sauf exception, bien entendu, pour les besoins régaliens notamment, ça peut être légitime. En tout cas, il n'y a pas le droit de faire des bases de données biométriques. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait ? On fait comme... il y a 2 manières de faire. Soit on va faire comme le font tous vos opérateurs de téléphone, c'est-à-dire que le gabarit biométrique, ce qui est votre signature, elle est stockée sur votre téléphone. Donc si vous ne voulez pas la donner, vous ne vous servez pas de votre téléphone. Donc ça, c'est la première manière de le faire. Donc ça pourrait être stocké sur le téléphone, sur le badge ou sur l'ordinateur. Le certificat en question pourrait être stocké là-dessus. Et l'autre manière de faire, c'est de chiffrer ce certificat avec une clé qui, elle, va rester sous le contrôle de l'utilisateur final. Et que si l'utilisateur final décide de révoquer cette clé, à ce moment-là, le gabarit devient inutilisable. Et donc, nous avons implémenté ces 2 modes de fonctionnement pour permettre aux utilisateurs de bénéficier de l'intérêt de la biométrie en ayant une fluidité et une sécurité des moyens d'authentification sans risquer d'en avoir les inconvénients, à savoir une utilisation abusive. Alors, vous autres, vous êtes également utilisateurs d'intelligence artificielle. Votre vision par rapport à ça, enfin, justement, RGPD, la relation avec vos clients sur ces sujets En fait, effectivement, on nous a déjà posé cette question, notamment toute l'industrie bancaire, ou notamment la défense aussi, où il faut sécuriser, etc. Nous, en fait, comment on va procéder, c'est qu'on va, par exemple, anonymiser les enregistrements. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que l'enregistrement il soit méconnaissable et qu'on va utiliser seulement les datas dont on a besoin, en fait. Et donc ça c'est possible donc ça c'est après la perte de l'effet. Vous remontez un sentiment ou une émotion anonyme, en fait. Oui, voilà, c'est ça, exactement. On va dire, par exemple, on va vous prendre, vous Catherine, vous venez de parler, vous avez dit des choses. Donc on va prendre effectivement votre enregistrement téléphonique et après on va prendre votre sentiment et après derrière on va l'anonymiser, donc on va pas savoir que c'est vous. Mais par contre on va avoir on va savoir que vous avez dit quelque chose de positif sur Unsade par exemple ou quelque chose de négatif pardon. D'accord. Et justement, concernant la voix, parce que j'ai été récemment concernée, quand on change de voix, qu'on a tout d'un coup une voix qui se casse, qu'est-ce qui se passe dans votre système ? Nous, ça marche, en fait. La manière de créer la signature vocale, les moteurs d'intelligence artificielle ont été entraînés avec des exemples de locuteurs qui ont parlé dans certaines conditions. Dans mes échantillons, j'ai parlé comme ça, mais j'ai peut-être parlé comme ça aussi parce que j'étais pressé, ou j'ai parlé comme ça, ou j'ai parlé comme ça. En tout cas, les moteurs ont appris à reconnaître ces différentes tonalités de ma voix comme étant ma voix.
Et on l'a fait sur des milliers et des milliers de personnes, si bien que nos moteurs sont capables de distinguer ce qui fait vraiment notre voix. Parce que vous allez me reconnaître quand même si je parle comme ça, vous allez me reconnaître. Et en fait, les moteurs d'intelligence artificielle apprennent à faire cette distinction-là. Alors c'est vrai dans une certaine élasticité. C'est-à-dire que si je ne peux pas parler du tout, évidemment, on ne va pas me reconnaître. La question du RGPD, c'est un vrai sujet chez vos clients aujourd'hui? Essentiel. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. C'est une garantie, c'est un peu... Oui, carrément, on voit par exemple pour des boîtes où, dans la santé ou dans le milieu, dans les fintech, où l'information, c'est le pouvoir, c'est ce qui fait leur différence et c'est ce qui fait leur business model. Et donc évidemment, les données qui sont transmises peuvent être sensibles. Et donc là, comme le disait Philippe, l'anonymisation ou la pseudo-anonymisation, c'est quelque chose qui est vital, en plus de tout ce qui est être hébergé sur du cloud souverain français, avoir des serveurs sécurisés, toute cette partie vraiment de comment est-ce qu'on va s'assurer, comment est-ce qu'on va rassurer nos clients sur le fait que les informations qu'ils nous donnent, qu'ils nous transmettent sont juste celles qu'il nous faut pour résoudre, pour leur apporter la valeur qu'ils demandent, et derrière que cette donnée elle est bien protégée, qu'elle est sécurisée, qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Donc c'est un point central, quoi. On va prendre des questions parce qu'il y en a priori, puis on reviendra après sur Sylvain. Effectivement, une question à destination de Jean-François. Donc sur effectivement quand même le processus sur lequel personne m'en est de revenir. Donc comment aujourd'hui ce processus de captation d'empreintes vocales se passe de manière initiale, et quels sont les risques ou la complexité associée à ça en fait, pour bien associer l'empreinte vocale à une identité connue en fait. Alors, la question s'appelle la question de l'enrôlement. Comment est-ce qu'on fait l'enrôlement des utilisateurs pour pouvoir leur créer leur signature vocale en sécurité? En fait, le problème est la plupart du temps déjà adressé par les marques. C'est-à-dire qu'il y a bien un moment où quand vous avez créé votre login, vous avez vous avez mis votre adresse mail et puis vous définissez le mot de passe. Et à ce moment-là, on considère qu'il est légitime de définir un mot de passe par rapport à un compte et qu'ensuite, quand on va donner ce mot de passe, on va accepter de donner les informations qui sont derrière le compte. Ça, en fait, on a construit une sorte de bulle de sécurité. Et dans cette bulle de sécurité, alors on l'a fait comment? On l'a fait parce qu'on a envoyé un mail ou parce qu'on a un one-time password, etc. Et dans cette bulle de sécurité, on admet qu'il est légitime d'échanger un secret ou de définir le mot de passe qui va permettre de rentrer. Avec la voix, ça va être la même chose. C'est-à-dire que vous allez définir, par rapport au cas d'usage, comment il est intéressant et sécurisé de créer cette bulle de sécurité. Et dans cette bulle de sécurité, vous allez capter l'échantillon de voix qui servira à construire la signature vocale. Donc concrètement, comment ça se passe? Par exemple, sur un centre d'appel, je vais avoir un client qui va m'appeler et je vais lui dire, les sempiternels, vous pouvez être enregistré au moment où vous parlez et je peux l'utiliser à des fins d'amélioration du service. Très bien, le client m'expose sa requête et à la fin, je lui dis, monsieur le client, j'ai capté un certain nombre d'échantillons de votre voix. Est-ce que vous souhaitez que je vous crée une signature vocale? Comme ça, la prochaine fois, nous pourrons éviter les 10-30 secondes que nous avons passées ensemble à vérifier votre identité. Et ça ira plus vite, ce sera plus facile. Ah oui, c'est une proposition en temps réel. Ah oui, parce qu'on ne peut pas faire de l'enrôlement forcé. Donc oui, forcément, il y a une notion de consentement, heureusement. Et donc si le client accepte, à ce moment-là, la voix est utilisée pour créer la signature, et la prochaine fois qu'il appelle, on peut le reconnaître puisqu'il a donné son consentement. D'autres questions? Oui, alors d'autres questions qui nous sont chères. Dans vos business respectifs, quelle part vous donnez au sujet des partenariats, des alliances, alors que ce soit avec d'autres partenaires industriels, d'autres éditeurs de logiciels, d'autres acteurs d'écosystème type des intégrateurs, sociétés de services. Donc quelle part vous donnez à votre stratégie et aux enjeux que vous avez pour trouver d'autres partenaires? Et puis c'est un message que vous pouvez passer à travers UNC aussi, sur les alliances, qu'elles soient technologiques ou commerciales, que vous pouvez rechercher. Hamid Je pense que oui. Moi, je très rapidement pour dire oui. Je pense que surtout pour des startups sur lesquelles nous on a des forts aspects technologiques aujourd'hui sur nos produits, on a besoin de faire des accélérations commerciales fortes. Donc il y a un gros enjeu justement de travailler un réseau de partenaires. Donc ça, nous, c'est nos ambitions de 2022 justement, s'appuyer sur des partenaires forts, des réseaux de distribution pour des produits. Quand vous dites partenaire, vous pensez à quel type d'entreprise particulièrement? Nous, c'est tout ce qui est aussi intégrateur. Il y a des ESN avec qui on peut faire des partenariats, ceux qui vont développer des logiciels aussi pour des entreprises
entreprises où ils peuvent intégrer notre technologie déjà directement dans les produits, puisqu'on est en API, on est en SDK et on permet une intégration facile de nos produits. Il y a de plus aujourd'hui, en fait, les développeurs informatiques deviennent des assembleurs de briques de technologie grâce au système d'API, et on a des marketplace API où des produits comme les nôtres peuvent se mettre à disposition. Donc je pense que oui, pour nous, c'est des enjeux vraiment importants et c'est des axes qu'on va travailler sur 2022. D'accord. Philippe? Alors nous, effectivement, on a déjà 2 partenaires, en fait, enfin 3 et un non officiel, mais on a 2 partenaires plus apporteurs d'affaires, mais en même temps qui nous aident sur la partie marketing à atteindre des marchés internationaux. Parce qu'en fait, nous, on fait de l'analyse de sentiments en français et en anglais. Donc on est déjà prêt, on va dire, pour une start-up, vous allez me dire, vous allez déjà à l'international, mais nous, on a une vision déjà internationale et on a un produit qui peut déjà répondre à pas mal de besoins. Donc on a un partenaire en fait marketing qui va nous permettre d'atteindre des marchés UK ou US, et on a aussi un autre partenaire qui est basé au Moyen-Orient. Voilà. Et après on a un autre partenaire, donc un troisième qui lui c'est plus technologique, c'est-à-dire que effectivement l'expérience client donc c'est l'omnicanal, hein, on ne peut pas tout faire. Nous, on a une niche, c'est la voix, on est à fond là-dedans. Et notre partenaire technologique, il nous apporte justement la partie centre d'appel, son expertise dans le centre d'appel, et aussi la prochaine génération de centres d'appel qui arrive voilà, dans le cloud et qui va complètement transformer les centres d'appel. Hein. Les agents pourront dialoguer, faire leur travail de n'importe où dans le monde. Hein. Donc voilà, donc, on utilise ces partenaires déjà pour anticiper la suite. Quoi. Jean-François? Nous aussi, c'est au centre de notre stratégie. On a essayé de déployer un petit peu en direct. Donc on a une part de notre commerce qui adresse en direct les clients, mais c'est presque plus de l'évangélisation. Et de toute façon, au moment où il va falloir implémenter, on va être avec des intégrateurs ou des éditeurs. Donc nos efforts commerciaux en ce moment les plus importants vont d'un côté vers les éditeurs pour pouvoir être un plugin ou un add-on dans la solution. Et donc là, on a déjà un certain nombre d'éditeurs qui nous ont intégrés dans leurs produits. Et de l'autre côté, des intégrateurs, des gens qui vont réaliser des grandes installations de téléphonie ou d'identité, par exemple. Théobald, cette question se pose pour vous également? Oui, bien sûr. Forcément, on a 2 types de partenaires en tête. Il y a la première, ceux qui vont nous aider finalement à étendre notre solution et son utilisation à travers soit des intégrateurs, soit des pourvoyeurs d'affaires, ou des partenaires qui vont utiliser la solution pour leurs clients à eux, on va dire, on ne sait pas directement la vente directe, cette première partie-là. Et la deuxième qui peut être très intéressante, étant donné que l'expérience client de A à Z, c'est très très vaste, et c'est de former cette communauté en fait, de solutions qui permettrait d'offrir des packages sur des grands comptes qui veulent expérimenter sur une partie ou toute cette chaîne finalement de l'expérience client. Comment est-ce qu'on peut à chaque bloc apporter une solution et donc proposer des packages finalement en partenariat avec d'autres startups, scale-up sur ces thématiques-là. Donc quelque chose en cours de construction et peut-être des annonces bientôt. Sylvain, non? Justement, qu'est-ce que vous diriez sur l'évolution de la relation client justement de ces derniers mois? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous et comment réagissent vos clients par rapport à ça? Alors moi j'en parlais tout à l'heure avec la Covid, justement le tsunami de feedback client en ligne, on a vu, on s'est vu finalement être beaucoup plus proactif sur les réseaux, pour être beaucoup plus proactif sur les services clients, que ce soit sur du chat, du mail, du service de ticketing. Il y a vraiment une transition sur, voilà, on va se plaindre, on a des choses à dire, on veut se faire entendre et au final ça fait que certaines boîtes sont submergées. Et c'est assez récent finalement cette prise de conscience que le client... qu'on peut faire quelque chose d'actif, en tout cas nous on l'a vu chez Cobaye, qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut être actif sur la satisfaction client et qu'on peut aller améliorer, on peut aller plus loin en fait. On peut aller plus loin et on n'est plus limité grâce à l'intelligence artificielle par la quantité, par les volumes, ce qui permet d'aller vers de nouvelles horizons, des réductions de coûts et d'amélioration de la satisfaction. Donc ça on l'a bien vu, cette expérience client qui a shifté beaucoup plus de contacts et des contacts où on veut améliorer la qualité. Et les entreprises sont également plus conscientes qu'il faut absolument satisfaire son client via ce canal. Bien sûr, on parlait tout à l'heure de la statistique, 43% en plus oui. sur... Non, mais du côté des entreprises. Ah oui, du coup, elles ont compris ce chiffre et elles mettent... et d'ailleurs, elles mettent en place on voit en tout cas dans les scale-up en France, il y a des nouveaux postes qui apparaissent, de Customer Insight par exemple,
qui sont vraiment pour écouter la voix du client et en tirer le maximum. Donc c'est des postes assez récents. Tous les canaux augmentent. Je veux dire, est-ce que vous voyez chez vos clients une préférence pour certains canaux d'interaction avec une marque ou avec une entreprise? Si on en croit justement à la FRC, l'Association française de la relation client, lors de sa dernière présentation, justement, elle soulignait l'importance du canal vocal qui a augmenté de manière tout à fait importante, je crois que c'est plus de 38%, pendant la crise du Covid. Donc c'est un des vecteurs qui devient de plus en plus privilégié et les gens s'attendent à une relation qui soit naturelle sur ce canal-là. Humaine en fait. Oui, avec le SVI, tapé 1. Oui, parce que là, ce que vous... En fait, je pense qu'en France, il y a le canal voix, les gens aiment bien la voix, toujours. Hein, ça chiffre, mais je crois que j'avais entendu un chiffre, c'était 70% encore des gens communiquent via le canal téléphonique. Donc voilà, je pense que la voix, elle aura toujours sa voix, on va dire. Et c'est pour ça que les offres, que ce soit dans la voix ou dans le chat, il faut se positionner, mais la voix a toujours un bel avenir. Et ça, nous, on l'a vu à travers justement cette crise de Covid. Donc nous, on a créé notre société pendant le Covid en plus, et on était conscient que effectivement, de plus en plus de sociétés travaillaient avec la voix des clients. Nous, notre société, en plus, ce qui va nous permettre aussi en interne dans une société, c'est de réconcilier le service client avec le service télémarketing. En fait, je pense qu'on a entendu ça plusieurs fois, qu'on a les services clients, on a les services télémarketing. C'est encore beaucoup de silos. Et des fois, voilà, beaucoup de silos dans les entreprises. Et en fait, des fois, ça ne communique pas, malheureusement. Et en fait, notre solution, je pense que toutes les solutions ici, on contribue de toute façon à la transformation digitale de ces entreprises. Et le fait de réconcilier justement ces deux silos service client télémarketing, l'un va alimenter l'autre, forcément. Hein, on est un cycle après-vente. Et si on n'est pas content, derrière, le service télémarketing va le savoir assez rapidement grâce à une base de données commune. Et en fait, nous, à Unsed, ce qu'on propose, en fait, c'est de travailler avec ces deux services pour pouvoir justement créer de la valeur dans l'entreprise et surtout que ça accélère l'information d'un service client vers un service télémarketing, notamment dans les grands groupes. Ce que vous disiez, Théobald, d'ailleurs, du coup, on donne une seule voix au client. Enfin, je veux dire, il y a une seule voix qui caractérise en fait la satisfaction client, en fait. Exactement. C'est même dit autrement, c'est que le client, il ne parle plus maintenant à un produit ou à un service client ou au marketing. Il cherche à parler à une marque, il cherche à parler à une entreprise. Et pour ça, il faut désiloter. Il faut que l'information, la voix du client, en fait, elle soit partagée par tout le monde au sein de l'entreprise. Et ça, c'est un grand enjeu parce qu'on sait bien que chaque département a ses priorités, ses budgets, ses objectifs, et que c'est alors que potentiellement la voix du client pourrait résoudre tous les problèmes de priorisation. Et ça me fait penser à quelque chose aussi, c'est que cette priorisation, les clients, on parlait de changement, ils cherchent maintenant une réponse qui va être personnalisée. Ça aussi, c'est la différence par rapport à avant. On peut aller plus loin maintenant grâce à l'intelligence artificielle. On peut personnaliser la réponse. On ne cherche plus une réponse bateau, on ne cherche plus à avoir des grandes lignes, des grandes directives. On cherche, moi, en tant qu'individu, j'ai un problème ou j'ai une insatisfaction, je vais contacter le service client et je veux une réponse tout de suite, mais qui répond à mon problème. Et cette personnalisation, on parlait d'humain tout à l'heure, ça fait la différence. Ça, je pense aussi, c'est une transition qui a été faite sur les dernières années et qui est aussi rendue possible, la réponse, grâce aux nouvelles technos, notamment l'IA. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, ça fait un certain temps que je fais du CRM, c'est-à-dire que j'ai fait du BI, du CRM, et en fait, on a constitué des immenses silos de données dans lesquels on a commencé à accumuler les données en considérant que c'était la richesse des entreprises. Donc ça, c'est toujours vrai, mais s'ajoute maintenant, depuis une quinzaine d'années, un élément qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on peut les exploiter de manière très différente de ce qu'on faisait avant. Avant, on pouvait faire des systèmes experts, puis après on a fait du data mining, et maintenant, avec l'intelligence artificielle, on est capable d'avoir des outils qui sont capables de produire de la connaissance de manière beaucoup plus autonome, si je puis dire, et de manière beaucoup plus atomique, avec des réponses personnalisées qui sont plus faciles à constituer parce qu'on n'a pas besoin de les expliciter a priori. D'accord.
Hamid, vous voulez dire quelque chose? Moi, je dirais sur la partie après produit, ce que ça peut amener au produit en plus à l'entreprise d'écouter ses clients. Parce qu'aujourd'hui, notamment sur les scale-up et le développement de produits technologiques, plus on va écouter les clients et plus en fait on va construire un produit sur le futur qui va amener à avoir moins d'insatisfaction client sur beaucoup de sujets en fait. Parce que l'UX, ce qu'on appelle l'UX, c'est l'expérience utilisateur, elle vient aussi d'un apprentissage qu'on va faire avec ses clients et des retours que nos clients vont nous faire, ce que vous parliez de voir. Oui, donc il faut que ça remonte jusqu'aux gens capables de faire évoluer le produit. Exactement, et il faut être, on le dit souvent, je pense depuis 1000 ans, le client est roi, mais il faut être customer oriented, mais tous les départements de l'entreprise doivent l'être, et la pertinence de la construction d'un produit, elle se fait sur le long terme. En fait, on ne peut pas amener un produit parfait immédiatement, et ça, il faut savoir aussi le dire aux clients, et expliquer pourquoi, et dire qu'on va progresser avec le client, et je pense qu'aujourd'hui, à l'époque où on est, les clients ont la maturité pour le comprendre, surtout quand ils sont écoutés. On a d'autres questions, je crois. Oui, je vais interpeller nos invités. Alors, la rédaction INC vous a invité ce soir pour pitcher et vous présenter à un certain nombre de grandes organisations, nos lecteurs, enfin les acteurs du changement des organisations. Donc vous n'êtes pas là par hasard. C'est qu'elle a détecté chacun d'entre vous un vrai potentiel et un vrai intérêt pour notre audience. Qu'est-ce qu'on peut rêver pour vous et avec vous dans 2-3 ans? On vous retrouve vous et c'est quoi votre souhait le plus cher aujourd'hui? Donc rendez-vous dans 3 ans. Je sais que vous avez une ambition très claire. Oui. Nous, on veut être effectivement le leader de l'analyse des sentiments et des émotions. Voilà, donc on veut vraiment se spécialiser dans cette niche-là, donc dans la voix. Et derrière, si on peut retrouver notre produit, notre brique technologique dans les centres d'appel actuels et aussi de nouvelles générations, nous, on sera très très contents en fait. Donc, voilà. Amine? Déjà, je pense que dans 3 ans, je pense déjà pour tout le monde que le Covid soit derrière nous, qu'on l'oublie un peu et qu'on revienne à nos banalités qu'on avait avant. Et je pense qu'après, comme toutes les startups, nous, on a des ambitions qui sont à la fois européennes et qui sont à la fois internationales. Donc l'objectif, c'est de faire grandir nos boîtes et surtout, on les fait grandir à travers nos clients et qui sont à la fois européens et vous aviez des clients grands comptes, d'avoir de très belles collaborations avec des très belles entreprises. Donc ça, ça fait partie de nos ambitions. Et nous, on veut créer un champion européen de l'authentification. Et notamment aussi apporter, faire de l'authentification pas uniquement un outil de sécurité, mais un vrai outil business et réconcilier à la fois le marketing et la sécurité. Oui, d'accord. Jean-François? Nous, dans 3 ans, on veut que la voix soit devenue une manière banale de se connecter à un certain nombre de services, comme aujourd'hui on utilise en point digital son téléphone. Demain, ça soit naturel d'utiliser sa voix et qu'on puisse le faire ou ne pas le faire si on a envie, et ça en toute sécurité. 3 ans, c'est dans longtemps, mais en même temps, pas tant que ça. Vous n'avez même pas 3 ans encore? Si, vous avez. Non, pas encore. Pas encore, d'accord. Doublement de l'âge. C'est ça. Nous, ce qu'on a en tête, c'est que dans 3 ans, les entreprises, elles se disent, la donnée textuelle, c'est pas un problème, c'est pas un cauchemar. En fait, c'est ce qui va me permettre d'être meilleur. On veut ce qu'on souhaite évangéliser d'ailleurs, c'est qu'elle puisse se dire, je peux tout comprendre sans tout lire. Je peux tout entendre sans tout écouter. Je peux tout voir, enfin, tout comprendre sans tout regarder. Se dire la donnée cognitive n'est pas une fatalité et qu'il y a des moyens pour transformer cette masse et ces volumes d'informations en action. Et ça de manière complètement fluide. Et ça, c'est dans 3 ans, si on est là, on sera hyper content. Alors vous êtes toutes des entreprises très jeunes, justement. Le rapport avec justement les grands groupes que vous pouvez rencontrer, est-ce que ça pose un problème ou pas? Qu'est-ce que vous leur diriez aux gens qui nous écoutent, qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des gens aussi jeunes que vous en termes d'âge d'entreprise? Alors ouais. Non, mais tout à l'heure, j'avais commencé, je te laisse commencer, vas-y. En fait, alors déjà, moi personnellement, je viens de grands groupes. Je viens de chez Thales, 15 ans. Bon, voilà. Quand on vient de grands groupes, on sait à peu près comment ça marche un grand groupe. Comment fonctionne un grand groupe. Exactement. Et j'ai travaillé aussi chez Alcatel. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris comment ça marche un grand groupe, on peut parler avec les gens en interne. Voilà, on connaît les problématiques, etc. Donc voilà, il y a comment dire, une sorte d'empathie avec ces grands groupes. Après, derrière, pour des startups comme nous, le gros avantage, c'est qu'on peut travailler rapidement.
Par exemple, pour développer des POC, on est très flexible. Par exemple, pour développer des POC dans une entreprise, effectivement, il faut recruter des data scientists. Après, il y a une hiérarchie, après, etc. Il y a une vision. Enfin bref, il y a tout un peu ce process hiérarchique, etc. Les startups, comme nous, on peut aller vite en fait, et on peut déployer des solutions des POC assez rapidement, tester, learn, etc. Donc c'est ça, en fait, je pense, le plus gros avantage pour des grands groupes. Théobald, ce n'est pas difficile de parler avec certains de vos clients quand on a une très jeune entreprise? Non, je dirais, j'ai un peu la même réponse. Je viens du milieu du conseil, mais dans des très grands groupes, dans l'industrie, avec des super produits, des super expériences. Et finalement, de mission en mission, on parle avec des personnes qui prennent des décisions, qui les mettent en pratique. Et on se rend compte quelle huile il faut mettre dans les rouages, où est-ce qu'il faut aller chercher, à qui il faut parler. Donc ça, c'est un apprentissage accéléré qui permet derrière. La meilleure manière, surtout, c'est d'en parler. Donc, ayons une bonne discussion et puis vous serez convaincus, j'en suis persuadé. Jean-François, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je pense qu'il y a une volonté, soit à travers la direction européenne d'innovation, soit à travers une promotion de l'innovation, d'aller plus vite sur les grands groupes. Même si on arrive à parler aux bonnes personnes, il y a quand même un certain nombre de process, qui sont parfois pénalisants. Qui est pénalisant pour les startups parce qu'on n'a pas le même horizon temporel. Bien sûr. Un grand groupe, il a un budget annuel, etc. Une année pour une startup, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est assez long. C'est très long, oui. Surtout quand on a vécu 1 an déjà, donc voilà, c'est le double de sa vie. C'est forcément impressionnant. Donc il y a quand même cette dichotomie entre la vitesse d'exécution et d'agilité des startups et la vitesse d'implémentation potentielle dans un grand groupe. C'est-à-dire qu'on va passer peut-être au POC assez rapidement. Après, le crantage sur une application industrielle, c'est autre chose. Mais c'est un peu normal aussi. D'autres questions, Sylvain? Non, je crois que... Eh bien, nous arrivons effectivement à la fin de cet événement. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Merci en tout cas à vous également d'être intervenus. Je voulais terminer en vous parlant d'un nouvel événement que nous organisons le 8 décembre prochain, qui est la grande soirée de la communauté Alliancy. Donc si vous nous écoutez, que vous avez envie de venir à Paris, parce que ça se passe à Paris le 8 décembre prochain, n'hésitez pas à vous inscrire à notre grande soirée qui aura pour thème cette fois « Quel numérique veut-on pour demain ?» Sachant que, pourquoi on a choisi ce thème pour notre grande soirée annuelle, c'est que l'on s'est dit l'année prochaine, il y a des élections présidentielles, il y a énormément de questions qui se posent aujourd'hui au niveau sociétal sur l'utilisation du numérique. On parlait de reconnaissance faciale, de reconnaissance vocale, ce sont des sujets qui sont aujourd'hui traités par le grand public. On parlait de Doctolib, c'est aussi un sujet, on le sait tous. Donc voilà, on a décidé de se poser cette question avec différents experts sur la confiance dans le numérique, sur un numérique plus responsable, sur un numérique plus frugal, sur un numérique d'inclusion également, parce que l'idée évidemment c'est d'embarquer tout le monde et de ne laisser personne sur le côté sur ce sujet-là. Beaucoup de gens souffrent parfois de solutions numériques qui ne leur sont pas adaptées. Donc réfléchissez-y, c'est important. Donc en tout cas, merci à vous tous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Bonne soirée. Merci. À bientôt.